Alors, bonjour à tous. Donc, le cours d'aujourd'hui, qui rentre dans le cadre du module de droit pharmaceutique de cinquième année, s'intitule Réglementation particulière à certains produits pharmaceutiques et ça concerne plus précisément les dispositifs médicaux. Alors, ce cours, le plan, il est composé de trois parties. La première partie sera les généralités sur les DM. Deuxième partie, évolution de la réglementation algérienne en matière de dispositifs médicaux entre le ministère chargé de la Santé et le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Et on termine par la matériovigilance par opposition, par analogie à la pharmacovigilance. Alors, généralité sur les DM. Tout d'abord, la définition. Donc, c'est quoi un DM? Donc, tout un produit, un instrument, pareil, équipement, matière, produits, logiciels, etc., qui sont destinés à des fins médicales, tout d'abord, mais dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques, comme les médicaments classiques, par exemple paracétamol, diclofenac, etc., ou immunologiques comme les vaccins, ni par métabolisme. Et ce dispositif médical est utilisé à des fins de diagnostic, prévention, contrôle, traitement, atténuation, donc pas mal d'applications dans le domaine du médical. Donc, ce qu'il faut retenir, l'action n'est pas pharmacologique, elle est l'action plutôt mécanique. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un DM? Il peut être stérile ou non, invasif ou non, c'est très important, quand il pénètre la peau ou non, actif ou non. Certains DM comportent une source d'énergie électrique ou autre, ou carrément donc il est imprégné d'une substance bioactive et donc qui fait que le DM il est actif. Il peut être implantable ou non. Les implantables, ou ce qu'on appelle les DMI, très important parce que quand on dit implantable, la traçabilité s'impose. Alors aussi, par rapport à la classification la plus connue, la plus célèbre dans le monde, c'est par rapport au degré de risque. Vous avez la classe 1, 2 et 3. La classe 2 étant donc divisée en deux parties. Alors la classe 1, donc, c'est les DM non invasifs. Et là aussi, nous avons une simple et une stérile. La classe 2A, risque moyen. La classe 2B, risque élevé. Et la classe 3, risque majeur. Exemple d'un dispositif de la classe 3, vous avez le stent, donc l'endoprothèse endocoronaire. Là, vous avez donc une représentation d'une artère avec ce qui en jaune, c'est une plaque d'athérome. Donc, quand il y a une obstruction, il n'y a plus de circulation sanguine à ce niveau-là. Et ça va conduire à un IDM, à plus de myocarde. Alors, quand on pose la question à un étudiant ou à quelqu'un, donc un praticien de santé, quel est le traitement d'un EDM? Ce n'est pas un médicament, c'est un dispositif médical qui est le stent, le nom de prothèse coronaire. Donc, il va donc dilater ou va donc en, en utilisant l'inflator, une fois le stent est posé, on va donc rétablir la lumière intercoronaire et rétablissement donc la circulation sanguine. Le traitement, donc tout ce qui est médicamenteux, vient après pour l'entretien. Ce stent aussi, il peut être imprégné, donc c'est des mailles en métallique, ou en métal un peu spécifique. On va parler des matériaux tout à l'heure. Ils peuvent être un peu imprégnés d'une substance bioactive immunosuppressive de, de nature, par exemple, la famille des limus, sérolimus, otarolimus, everolimus, etc., qui, qui agissent donc localement par une action immunosuppressive, empêchant toute réaction inflammatoire et immunologique à ce niveau-là. Et ça va permettre au stent d'avoir le temps, donc de temps que le phénomène d'endotolisation se fait, et le stent va faire partie intégrante de ce vaisseau. Parce que le stent d'un corps étranger va provoquer cette réaction, donc il faut lui donner du temps. Donc l'action principale est mécanique, c'est celle de MDM. Par contre, le médicament, là, ça donne, donc ça va aider cette action principale. Et le traitement de cette entretien, ça sera médicamenteux avec l'opitogrel, avec l'acide acétylsalicylate, etc. Donc ça, c'est un titre exemple. Donc c'est un DM classe 3 et implantable. D'où la nécessité donc de relever numéro de série, date de péremption, numéro de lot, et ça permet la traçabilité par rapport au patient. Dans le cas où il y a comment dirais-je, une demande d'explantation. Alors voilà, donc le schéma donc, qui explique un petit peu le risque de 1 à 3. Et nous avons quelques exemples, donc risque potentiel modéré, risque élevé et la risque très critique. Là, par exemple, vous avez le fil résorbable et dans le classe de A, alors que le fil non résorbable, parce qu'il reste dans l'organisme, il est de classe de B. Voilà, par exemple, tout ce qui est stent, chambre implantable. Et là, par exemple, le risque pour le 1, tout ce qui est poche de drainage,
poche colostomies, etc. Alors, quand on parle de dispositifs médicaux, on parle de matériaux. Et c'est très important de parler de matériaux parce que l'empreinte digitale d'un DM, en fait, c'est le matériau. En connaissant, en maîtrisant les propriétés du matériau, on comprend le comportement de DM. Par exemple, résorbable, non résorbable, c'est par rapport à ça. Si le matériau il est résorbable, le DM, le fil, il est résorbable. S'il n'est pas non résorbable, par exemple, comme dans le cas de polyester, polyamide, le fil n'est pas résorbable. Pas mal de choses, donc ça explique un petit peu. Par exemple, c'est les radios opaques, on a radio opaque, c'est par rapport aux propriétés du matériau qui constitue ce DM. Là, quelques exemples. Donc, c'est par exemple, là, vous avez la PEP, donc polycapitaire court, tout ce qui est par exemple tétranul. Là, vous avez un matériau très célèbre, c'est le PVC, le chlorure de polyvinylique, c'est un produit donc dérivé du pétrole. Et là, on fait pas mal, il y a donc pas mal d'applications, les poches à sang, les cathéters de base, les sondes de base, tout ça. Donc, ça tombe très bien. Nous sommes un pays pétrolier, donc, du point de vue, disons, industrie, nous avons un potentiel. Alors, quand on parle des dièmes aussi, il faut parler des pictogrammes. Un bon scientifique, un bon praticien doit savoir lire les pictogrammes. Ça donne une indication sur la conservation, sur l'utilisation, sur la réutilisation, sur le stockage, etc. Là, par exemple, la CE, c'est le marquage CE, c'est certification CE. Là, par exemple, vous avez IVD, veut dire que c'est un dispositif médical de diagnostic in vitro, ce qu'on appelle les réactifs. Là, par exemple, il y a du latex. Donc là, il dit qu'il y a du latex pour les gens qui ont une allergie par rapport au latex. Ils peuvent faire attention. Donc, par exemple, les gants en latex. Là, c'est écrit de barrer, donc à ne pas restériliser. Le deuxième de là, c'est-à-dire il n'est pas réutilisable. Et là, par exemple, vous avez le packaging endommagé. On ne peut pas utiliser quand le packaging endommagé. Serial number, etc., etc. Voilà. Certification. Maintenant, pour les c'est très important. Là, on parle de marque ACE, FDA, pas mal GMP, bonne pratique de fabrication. C'est très important. Donc, de connaître déjà la différence entre certification et notification. Là, par exemple, pour la classe 1, la certification se fait par le fabricant lui-même, alors que pour les autres classes, par exemple 2A et 2B non implantables, c'est audit du fabricant. Par contre, pour le 2B implantable et la classe 3, il faut un audit du fabricant, plus expertise clinique. L'expertise, elle peut se faire soit par revue de littérature ou investigation clinique. Je trouve qu'en Algérie, donc on s'est doté récemment d'un comité d'experts cliniciens donc, qui est réglementé, qui permet de donner une aide considérable, en moins théoriquement, pour l'homologation des dispositifs médicaux de classe 3 et classe 2B implantables. Alors, les DMI, par contre, utilisés pour la recherche sont dispensés de cette certification. C'est tout à fait normal, c'est en cours d'élaboration. Alors, on a fini avec le premier point, c'est juste pour avoir une idée sur les DM rapidement. Ce n'est pas suffisant pour avoir et ça un aperçu rapide. Maintenant, on passe à la réglementation. Et là, la réglementation, elle évolue entre deux, disons, tutelles. Ministère de la Santé et ministère de l'Industrie pharmaceutique. Ministère de la Santé pour une bonne période, ensuite ministère de l'Industrie pharmaceutique depuis 2020. Alors, commençons par le ministère de l'Enseignement au ministère de la Santé. D'abord, nous avons la première loi 8505 au niveau du titre 5 qui s'intitule Produits pharmaceutiques et appareils médico-techniques. Là, vous voyez l'appellation, ancienne appellation donc, pour les DM. Donc, en fait, là, ce n'est pas une appellation très précise, c'est par rapport aux besoins de l'époque. Ça explique, donc là, elle donne une définition dans l'article 165, tout ce qui est produits pharmaceutiques aux yeux de la loi, au sens de la loi. Et là, on a mis en rouge et tout produit nécessaire à la médecine humaine. Ça rentre dans cette catégorie-là. Juste après l'article 173, là, il explique un petit peu c'est quoi les appareils médico-techniques, l'ancêtre des dispositifs médicaux, et qui regroupe les appareils utilisés pour les examens et traitements médicaux et pour d'autres activités liées aux soins médicaux, les prothèses dentaires, orthopédiques, les auxiliaires optiques, acoustiques, ainsi que les appareils auxiliaires de locomotion. Donc là, c'est vraiment général et on parle d'appareils médico-techniques, on ne parle pas de dispositifs médicaux. Alors, un petit son dans l'histoire, 87 jusqu'à 98, là, il y a la création du CMPM, du Centre national de pharmacovigilance et de matériaux pharmacovigilance, donc surveillance des effets indésirables liés aux médicaments, et matériaux-vigilance, donc tout ce qui est surveillance d'incidents et risques d'incidents liés à l'utilisation ou l'usage des dispositifs médicaux. Donc, 85, 98. Alors,
toujours ministère de la Santé. Là, on fait un petit bond dans l'histoire. En 98-2008, donc il y a cette loi 0813 qui complète la loi 85, qui est relative à donc, toujours à la protection et à la promotion de la santé. Dans l'article 6, on a une petite modification, une révision de l'article 173 de la loi 85. Et là, pour la première fois, on utilise le terme dispositif médical. Donc, on entend par dispositif médical, et là, on donne la définition classique. Donc, présente la loi, tout équipement, appareil, instrument, produit, à l'exception de produits d'origine humaine. C'est très important de souligner cette phrase parce que à un moment donné, on était avec la polémique par rapport les greffons, notamment les greffons oculaires plus précisément. Est-ce qu'on les classe? On ne peut pas les classer par les médicaments, parmi les médicaments, mais est-ce qu'on va les classer parmi les dispositifs médicaux? Non, pas un DM. Seul donc en association, et là on définit voilà, les différentes donc, opérations médicales relatives aux dispositifs médicaux. Alors, toujours avec cette loi de 2008, donc là, pour la première fois, on parle d'une notion très importante, l'enregistrement, l'homologation et une nomenclature nationale hospitalière. Donc, enregistrement, homologation, nomenclature. C'est trois gros morceaux. Donc, enregistrement, homologation. Enregistrement pour les médicaments, homologation pour les dispositifs médicaux et nomenclature est très importante pour définir un petit peu le champ d'action donc, de nos produits, quel est le listing donc, qui est généralement non exhaustif de nos produits pharmaceutiques. Et d'après donc, l'article 173, il est créé une agence nationale des produits pharmaceutiques dont le rôle, c'est des commissions d'enregistrement, commissions d'homologation, d'autres commissions.